Bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à nouveau pour cette séance du séminaire Patrimoine spolié pendant la période du nazisme, 1933 à 1945, conséquences, mémoire et traces de la spoliation, organisée par l'Institut national d'histoire de l'art et la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture avec l'Institut national du patrimoine. C'est la reprise, après plusieurs mois d'interruption. La dernière séance avait lieu en avril déjà, et nous vous remercions d'être assez nombreux, très nombreux, de retour ici à l'INHA pour ce séminaire qui poursuit, vous le savez, sa 6e année d'existence depuis sa création en 2019 avec Inès Rotamond-Reynard dans le cadre du projet de l'Institut national d'histoire de l'art, répertoire des acteurs du marché de l'art pendant l'occupation. Et donc merci encore une fois d'être présent, et comme on le fait à chaque fois, on salue les auditeurs, téléspectateurs, je ne sais pas comment il faut dire, qui suivront un peu plus tard, on l'espère, en vidéo sur YouTube. Alors vous le savez, dans ce séminaire, dans le cadre de ce séminaire, nous essayons d'appréhender la question des spoliations sous des angles divers et variés, en invitant des historiens, des chercheurs, historiens de la Deuxième Guerre mondiale, historiens de l'art, archivistes, juristes, des chercheurs de provenance, bien sûr, j'aurais dû commencer par là, des artistes, des écrivains, et régulièrement des descendants des victimes de spoliation, ce que l'on appelle les ayants droit. Et certains, déjà, donc, sont venus ici. Vous vous souvenez peut-être, je l'espère, pour ceux et celles qui étaient là, de Viviane Dreyfus, la fille de Maurice Dreyfus, il y a quelques années, Pauline Bert de Pérignon, la petite-fille de Jules Strauss, Marion Bursault-Merel, l'arrière-petite-nièce de Mathilde Javal, Yassia Reichars, la nièce de Franziska et Stéphane Temerson, et Sylvia Burger, la fille de Francis Burger, qui est là, je crois, fidèlement, comme à presque toutes les séances. Et souvent, ces descendants, donc ces ayants droit, comme on les appelle couramment, mais de façon quand même pas très chaleureuse, ces descendants sont devenus, par la force des choses, des chercheurs, des chercheuses en l'occurrence, essentiellement, vu la liste que je viens de citer. Et nombre d'entre eux, d'entre elles, se sont passionnés pour cette recherche, de bien disparus, pour différentes raisons, mais souvent aussi simplement pour chercher quelques informations, pour chercher quelques traces, quelques souvenirs qui n'avaient pas émergé jusqu'alors. Et ces descendants sont donc devenus des chercheurs, et souvent, il n'y a pas de rivalité avec les professionnels, mais souvent aussi d'excellents chercheurs. Alors aujourd'hui, nous accueillons l'une d'entre elles, Claire Gimpel-Touchard, la petite fille de René Gimpel, marchand et collectionneur, né en 1881 et mort en déportation dans le camp de concentration de Neuengamme en Allemagne, début 1945. René Gimpel, français, juif, marchand d'art, résistant pendant la guerre, fut spolié de différentes manières, vous allez le voir, et nombre de ses biens sont encore dispersés de par le monde, sans avoir jamais été restitués à la famille. Et certains biens réapparaissent parfois, ou plus exactement sont retrouvés aussi parfois, grâce à la recherche faite, commanditée par la famille, les petits-enfants de René Gimpel aujourd'hui. Et ainsi, Claire Gimpel, avec ses frères et ses cousins, cherche et fait des recherches, d'autant qu'il y a dans ce cas aussi une source qui n'avait pas été exploitée pendant très longtemps, vous le verrez, des archives personnelles, familiales de René Gimpel et de ses fils galeristes comme lui. Enfin, vous le savez peut-être, sans doute, ou pour nombre d'entre vous, René Gimpel, c'est aussi ce que l'on appelle un dossier pour la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, la CIVS, et pour 2 musées français, pour le ministère de la Culture et la ville de Marseille, parce que, disons-le tout de suite, vous le savez, il y a eu un contentieux judiciaire il y a quelques années, autour de 3 tableaux de Derain, entre l'État et la ville de Marseille d'un côté, et entre la famille Gimpel de l'autre. Nous y reviendrons, bien sûr, sans y passer non plus toute la séance. Mais, en tout cas, vous le voyez, cela n'empêche pas de se parler, même de discuter, amicalement peut-être, d'autant que le jugement dans cette affaire il y a 4 ans, a été assez important et a marqué aussi la question de la recherche et fixe un cadre qui guide nos recherches et la façon dont les décisions peuvent être prises aujourd'hui par les uns et les autres. En tout cas, pour l'heure, avec l'Institut national d'histoire de l'art, Juliette Tray, Cécile Bargue, avec l'Institut national du patrimoine, Séverine Blénard-Michel, nous voulons vraiment vous remercier Claire Gimpel-Touchard d'avoir accepté notre invitation pour évoquer René Gimpel, son souvenir, celui de la spoliation et la façon dont la Seconde Guerre mondiale et ce qu'a subi votre grand-père, Claire, résonne aussi encore aujourd'hui dans la famille. Donc, je vous invite à passer
fois-ci un dialogue. Bonsoir. Claire Guimpel. Bien, merci beaucoup. Alors, on a un petit moment. On voudrait à la fois parler de René Guimpel, de sa vie, le resituer. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissez, mais peut-être pas tous. Et puis, évidemment, parler de la spoliation, des recherches aujourd'hui, et puis des restitutions, et peut-être du sens aussi de ces restitutions aujourd'hui pour vous, en faisant sans doute un petit passage par le droit et par l'aspect, le moment juridique, judiciaire aussi, qui nous a permis aussi de nous rencontrer il y a quelques années. Mais peut-être que pour commencer, assez logiquement, on peut vous demander de parler de votre grand-père, de le présenter, à la fois son activité professionnelle, sa collection et ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale pour lui. René Guimpel est le fils de Ernest Guimpel, qui était associé avec Nathan Wildenstein, qui avait une galerie à Paris, et Ernest est parti à New York pour ouvrir une galerie en 1902 dans laquelle en fait il vendait les tableaux qu'il trouvait en France dans les familles et pour meubler les hôtels particuliers des riches américains qui commençaient à s'intéresser à l'art du XVIIIe en particulier. Ernest Guimpel, malheureusement, a été atteint de typhus et en 1906 ou 7, il est mort à New York très brutalement et son fils, assez jeune, a repris les affaires qu'il a développées. Donc il y avait cette galerie à New York, une galerie à Paris, et également à Londres. Il s'était marié à Florence Duveen, la sœur de Joseph Duveen, le célèbre marchand, et donc il était aussi très lié avec le marché anglais. Donc les affaires se développent. Voilà, ici vous avez sur cette photo une photo de René Guimpel dans l'hôtel particulier dans lequel ils habitaient à Paris, qui avait été construit par Jacques Doucet et qui était un hôtel particulier 18e, enfin qu'il avait fait construire dans le style 18e et qu'il n'avait pas voulu habiter pour des raisons personnelles. Et donc René et Florence ont habité là pendant des années. Et ça, c'était une photo qui a été prise dans le jardin. À droite, c'est une photo de la galerie de New York. Voilà. Enfin bon, il y a des tableaux qu'on reconnaît. D'ailleurs, le tableau qui est à droite là, c'est un tableau de Chardin qui était à la maison quand j'étais enfant. Les autres, j'arrive pas trop à. Donc il y a des choses qui ont été retrouvées, des choses qui ont disparu, mais quand même des choses qu'on a pu récupérer. Et les artistes donc qu'il vendait. Alors les artistes, mon grand-père était surtout de l'art, enfin faisait commerce d'art ancien. Il avait une passion personnelle pour le 18e, mais il vendait tout aussi bien des choses de Renaissance et il collectionnait pour lui-même des tableaux plus modernes. Donc là, on peut peut-être passer à la slide suivante. Voilà, alors
Raoul Salomon, qui a travaillé avec lui pendant des années. J'adore ce petit carnet avec les noms des peintres et les tableaux qu'ils ont en stock et les prix de l'époque. Pissarro avec un R qui manque. Et il y a deux, voilà, ça c'était, il y a pas mal de répertoires d'ailleurs différents dans les archives. Il y en a même plusieurs. On y reviendra. Et sur la droite, vous voyez la liste des monnaies. Et donc, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais enfin, voilà, les meules, on l'a récupéré il y a quelques années d'une certaine manière, parce qu'il a réapparu et on a pu faire un accord avec les propriétaires. Voilà, les peupliers, je crois qu'il est dans un musée, le jardin Giverny aussi. Le jardin Giverny, il est à Washington DC, à la National Gallery. Voilà. Enfin, donc ça, ce sont voilà les de Rhin, puisqu'on va peut-être en reparler tout à l'heure. Les 5 de Rhin que René Guimpel avait achetés sont là, et en particulier, voilà, on verra, mais le portrait de 2 femmes était aux États-Unis, parce qu'en fait, après la guerre, ça a été très compliqué d'essayer de faire un inventaire de tout ce qu'il y avait à New York, à Londres, à Paris et chez les transporteurs. On va y revenir. Est-ce que, juste en arrivant à la guerre, est-ce que vous pouvez nous parler de, non pas nécessairement des œuvres là pour le moment, mais de ce qui s'est passé pour lui, parce qu'il a été arrêté plusieurs fois, j'ai mentionné qu'il avait été déporté, voilà ce qu'il a subi. René Guimpel aurait pu évidemment partir immédiatement à New York en bateau, avec sa femme et ses enfants auraient pu suivre. Bien entendu, ils auraient pu aller à Londres, enfin bon. Mais la famille était d'origine alsacienne. Ernest avait quitté l'Alsace après la guerre de 70 pour être français et pas allemand, et donc il était hors de question de quitter la France au moment où elle était à nouveau attaquée par l'ennemi héréditaire. Et comme René Guimpel n'avait pas pu faire la guerre de 14, il est rentré dans la résistance tout de suite. Ils ont créé à Marseille un réseau qui s'appelait Azur Transport en novembre 40, qui transportait du charbon. Enfin, c'était la vocation de cette entreprise, qui s'est évidemment rapidement mise à transporter des armes derrière les sacs de charbon, des personnes et autres choses. Donc il a aussi participé, parce que grâce à ma grand-mère, dont un des frères était dans le Secret Service en Angleterre, très vite, en fait, il y a eu des fonds que les Anglais ont alloués aux Français qui créaient des réseaux pour l'achat d'armes en particulier, et il a notamment, René, mis en contact la fille de, comment c'est, dans le réseau Gloria, pas Pissarro, mais comment ça s'appelle, Picabia, voilà, Picabia, voilà. Et donc c'est grâce à René Guimpel qu'elle a pu démarrer le réseau Gloria. Donc je ne savais pas grand-chose de René Guimpel. J'ai, depuis qu'on fait des recherches sur les tableaux, découvert beaucoup de choses. Il n'a pas cessé de se balader
entre Marseille, Monte-Carlo, Nice, Grenoble, où soi-disant il allait prendre l'ISO avec ma grand-mère, mais je pense qu'en fait il était beaucoup plus occupé à alimenter à trimballer des valises de billets pour alimenter la résistance. Il ne s'est jamais caché. Ça, c'est mon père me l'a toujours dit. Il ne s'était jamais caché, et son fils aîné, je peux peut-être parler juste de ce que faisaient les garçons. Donc en fait, les deux aînés en fait ont fait la guerre, et après ils ont été ils se sont retrouvés en Angleterre, évidemment, après Dunkerque, et on avait le choix entre deux choses, soit retourner en France pour combattre, soit rentrer dans l'armée britannique. Alors comme ils étaient binationaux, Ernest, lui, est revenu en France tout de suite pour s'occuper notamment de Azur Transport à Marseille. Pierre, lui, a décidé de rentrer dans l'armée britannique et il a fait la guerre en Afrique avec Montgomery. Et lui, il a été même jusqu'à Berlin, parce qu'en fait, il est remonté par l'Italie, Monte Cassino et jusqu'en Allemagne, voilà, en 45 même. Voilà. Et mon père est rentré dans la résistance tout de suite et a décidé de rester en France. A décidé de rester en France un peu pour s'occuper de ses parents et pour faire voilà, être dans les réseaux en France. Mon grand-père a du coup été arrêté en septembre 42 parce qu'en fait Ernest s'était fait arrêter, il avait été enfermé au Fort Saint-Nicolas à Marseille, il s'était évadé. Et il était dans le collimateur de Vichy, et donc mon grand-père a en fait été probablement arrêté parce qu'on cherchait son fils. Et donc il a passé plusieurs mois dans un camp à Saint-Sulpice-la-Pointe, d'où il écrivait de nombreux... Alors on avait le droit d'écrire des cartes, et ces cartes étaient codées. Souvent, et donc on va en montrer tout à l'heure. Oui, on les montrera tout à l'heure. Mais enfin, par exemple, il y en a une dans laquelle il écrit à ma grand-mère en lui disant je suis très content que la petite fille à la robe bleue ait trouvé une bonne famille. Donc ça voulait dire que le tableau avait été vendu et qu'il était voilà, soulagé de récupérer de l'argent parce qu'il avait gardé la maison à Paris, un appartement place du Palais Bourbon. Il avait d'assez gros frais et donc pendant toute la guerre, il a fallu trouver le moyen de subvenir et de contribuer à la résistance et de contribuer aux frais de la famille. Et donc voilà, ici on y reviendra peut-être, mais par le hasard de Facebook, je ne suis plus sur Facebook, mais je l'ai été pendant quelque temps, et heureusement, parce qu'un jour, j'ai reçu un message de quelqu'un que je ne connaissais pas, qui s'est annoncé comme étant le petit-fils de Odile Firer. Et Odile Firer était était restée à Paris pour s'occuper des affaires de mon grand-père, est devenue une personne de confiance. Elle travaillait à la galerie? Non, elle travaillait à la maison. En fait, elle était gouvernante à la maison, mais en fait, elle est devenue, d'une certaine manière, sa personne de confiance. Et donc, il lui écrivait régulièrement pour lui dire ce qu'il fallait faire. Et donc, il me dit que, est-ce que je peux vous rencontrer pour vous remettre les lettres que votre grand-père a envoyées à ma grand-mère,
pendant la guerre. Et donc, il m'apporte un paquet de cartes comme celle-là, qui c'était des cartes, le verso, enfin, elles n'étaient pas dans des enveloppes, il fallait que les cartes puissent être lues par la censure. Je m'égare un peu, mais en fait, on a découvert tout ça par l'intermédiaire d'un avocat américain qui est venu nous voir un jour en nous disant voilà, je travaille avec un chercheur qui travaille pour des familles qui ont été spoliées, et il tombe tout le temps sur René Guimpel. Et même d'ailleurs, il a découvert qu'il y avait des tableaux dans les musées qui lui avaient appartenu et qui avaient été vendus pendant la guerre. Et il est anglais, il ne parle pas un mot de français, et pendant un certain temps, en fait, il a travaillé tout seul. Et je lui ai donné, évidemment, immédiatement ces cartes que j'avais récupérées. Et puis, quand on s'est mis à chercher des informations pour faire la provenance avec Margot, la provenance des deux reins, j'ai repris les cartes et j'ai commencé à les lire. Et j'ai commencé à lire toutes ces cartes en détail. Et c'est comme ça que je suis tombée sur cette phrase. Alors, cette carte est assez bizarre. Et puis tout d'un coup, il y a écrit « C'est ça, vous pouvez vous occuper de mon ami de Reims, qui est un homme de confiance, un homme de valeur qu'il ne faut pas laisser tomber. » Et là, je me suis dit, mais en fait, il dit à Odile de vendre. Et donc, en fait, en lisant, évidemment, toutes ces cartes, alors ce qui est étonnant avec celle-là, c'est qu'à 2 jours d'intervalle, il a envoyé celle-là, je crois qu'elle est partie de Cannes, et il y a la même, pratiquement la même, avec quasiment la même phrase au milieu du texte, qui est partie de Marseille. Donc, il a fait partir 2 cartes en même temps pour bien clairement dire à Odile de vendre. Et donc, on se rend compte effectivement que voilà. Alors après, il y a des choses que j'arrive pas forcément à comprendre. J'ai dit à Marthe que ce qu'un tel garçon, l'artiste Vallet, est une base. Voilà, on a réussi à déchiffrer un certain nombre de choses, pas toutes. Mais par exemple, dans l'autre carte, mais vendez les tabliers bleus, mais vendez-les. Donc, il parle des armoires et des vitrines parce qu'il faut vider l'appartement de la place du Palais Bourbon parce que le concierge a dénoncé René Guimpel. Et donc, il demande les tabliers bleus. Voilà. Alors, écrire des lettres à Odile pour lui demander des chiffons et des gants et des essuie-meubles et des lavettes et lui demander les tabliers bleus. En fait, les tabliers bleus, on pense que ce sont 2 soutines qu'on verra voilà, par la suite. On va y revenir dans un instant. Peut-être, est-ce qu'on peut revenir voilà, juste à René Guimpel et sa fin aussi pendant la guerre parce que vous oui, alors bon, la première fois, il a été arrêté, il a été relâché, il a été arrêté en septembre, il a été relâché en janvier 43. Et là, il a compris que les choses allaient se corser et il a commencé, et on verra par la suite, il a commencé à mettre du l'ordre dans ses affaires en se disant que ça pouvait, la situation pouvait pour lui s'aggraver beaucoup. Je voulais revenir juste un peu sur la galerie à Londres parce qu'après la guerre, il n'y avait pas de marché. C'est celle-là. Là. Voilà, il y en a encore une avant, je crois. Voilà. Voilà, donc parce que René Guimpel est déporté. Voilà, alors il est arrêté une deuxième fois. Voilà, il est déporté. Il meurt en déportation. Et mon père me racontait qu'il avait été interrogé. Alors, il est interrogé à Lyon, au fort de Montluc, mais il a été interrogé par un marchand d'art qui lui a dit qu'il pouvait le relâcher. Et mon grand-père lui aurait répondu « Oui, mais vous comprenez, on est 12 ».
Et donc l'autre lui aurait dit, écoutez, si vous êtes 12, c'est pas possible. Donc du coup, il est resté et il est mort à Neuengamme en 1945, voilà, tristement quelques mois avant d'être libéré. Et donc après la guerre, ses deux fils aînés, donc Charles qui est au fond et Pierre qui est devant avec la moustache, ont décidé d'ouvrir une galerie à Londres. Il n'y avait pas de marché de l'art à Paris après la guerre. Et ils ont décidé de s'installer et d'ouvrir la galerie à Londres en 1947. Donc ils ont commencé, comme vous le voyez sur la gauche, à faire des expositions sur les tableaux en fait de René Guimpel sur le stock qu'ils avaient réussi à récupérer. Et puis très vite ils se sont intéressés à l'art contemporain. Et donc, voilà, comme vous pouvez voir dans l'environnement dans lequel ils sont assis. Et puis, on a fait une autre slide avec des photos. Voilà, donc ils ont travaillé avec des artistes. C'était une galerie à Londres. Elle vient de fermer. Elle a fermé il y a 2 ans, mais ça a été une galerie qui a formidablement bien marché jusque-là. Et là, vous avez Henry Moore et Ernest dit Charles, voilà, et Jackson Pollock, avec Charles toujours, et puis Soulages, qui est souvent exposé à la galerie et dont je me souviens bien, qui venait voir les matchs de rugby avec mon père en Angleterre. Et là, vous voyez alors voilà, ça c'est notre petit arbre généalogique. Voilà, donc Ernest à gauche, qui était marié avec Kay, avec laquelle et Pierre, ils ont ouvert la galerie. Et ils ont 2 enfants, donc René et Charles, qui sont mes cousins germains. Et puis, voilà, moi je suis la fille de Jean et j'ai 2 frères. Les seules personnes à s'intéresser à ce que nous faisons, c'est René d'une part et moi de l'autre. Les autres nous suivent. C'est souvent, on voit ça souvent, en tout cas dans les familles, il y a des meneurs, et, en tout cas dans les recherches, je ne parle pas des familles en général, mais dans les recherches, voilà, il y a souvent 1 ou 2 personnes dans les familles qui entraînent le reste de la famille. Merci pour cette première présentation. Vous l'avez dit, on va revenir un peu en arrière, évidemment, maintenant, à la guerre. Vous venez de le dire, vous êtes 2 sur 5 à vous intéresser particulièrement à cette question. La vie de René Guimpel, dans votre enfance, dans toute votre vie, elle était présente, c'est des souvenirs présents. C'était quelqu'un que ses fils respectaient infiniment. Tous les gens que j'ai connus, qu'il avait connus, disait de lui que c'était un homme extraordinairement courtois, sympathique, enfin bon, mais on ne savait pas grand-chose de lui, si ce n'est que ça avait été un grand résistant, mort pour la France, et c'était en fait ça qui avait été mis en avant, c'était ça qui faisait la fierté de la famille, c'était son parcours pendant la guerre, ce que je peux comprendre a posteriori, n'ayant eu en fait aucune connaissance personnelle de ce qu'avait été la vie pendant la guerre pour les Juifs, les spoliations, l'humiliation de la spoliation, évidemment qu'il était connu de nous comme un grand homme, un grand résistant. On ne savait évidemment rien de toute cette histoire de spoliation. Bon, c'est aussi un peu l'époque. On ne racontait pas non plus autant les choses que peut-être aujourd'hui. Une seule fois, mon père m'a parlé dans les années 80 d'une sculpture qui venait de réapparaître et qu'il avait souhaité récupérer, mais enfin bon, ça s'était plutôt mal passé, donc
on va voir si on peut y retourner. Qui était dans un musée, parce que ce qui me surprend, c'est que la qualité des œuvres qui étaient dans la collection de René Guimpel était souvent d'excellente qualité. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dans les musées aujourd'hui. D'ailleurs, voilà, là vous voyez les 3 de Reims. Donc celui de droite était à Marseille et les 2 autres étaient dans la collection Lévy à Troyes. Alors on va y revenir. Alors peut-être simplement sur, donc on a parlé un peu de façon générale, enfin pas générale, mais de son sort pendant la guerre, sur les spoliations elles-mêmes, du côté des biens culturels, des œuvres d'art. Que peut-on en dire? Il y a eu à la fois des vols par le RR, et il y a eu également, vous l'avez évoqué, et on va y revenir, des ventes. Et voilà, est-ce qu'on peut en dire un peu plus? Et puis on peut montrer en effet quelques archives qui permettent de comprendre aussi ce qui est parti, alors, ce qui a été vendu, ce qui a été volé. Pendant la guerre, alors il y a des choses qui... il y a beaucoup de choses qui ont été entreposées chez Chenu et Robineau, les célèbres transporteurs d'œuvres d'art, et il y a eu des dénonciations. Donc les Allemands sont arrivés pour charger, je crois, chez Robineau 80 caisses ou plus, chez Chenu à peu près autant. Donc on ne sait pas évidemment ce qu'il y avait dans ces caisses. Il y avait aussi bien peut-être des tableaux, des œuvres d'art, que des sculptures, ou même des objets. Je ne sais pas où sont partis les meubles aussi. Enfin bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été volées comme ça. Il y a pas mal de choses qui ont été vendues, donc ça rentre dans la catégorie des biens qui ont été vendus sous contrainte, les ventes forcées, et puis des choses qui étaient un peu dispersées un peu partout. Après la guerre, quand ils ont voulu faire l'inventaire, ils ont bien compris. On va le voir qu'il y avait des choses qui avaient été vendues, mais les choses qui avaient été vendues, il y avait écrit vendu. Il n'y avait évidemment pas de facture, il n'y avait évidemment pas de piste pour savoir où étaient les œuvres. Donc évidemment, ils ne se sont pas du tout intéressés à ça. De toute façon, ils n'auraient rien pu trouver. Alors, et donc avant les ventes, donc enfin pas avant, mais il y a des ventes, et donc il y a le pillage, le vol. Il y a certaines œuvres qui ont été même qui faisaient partie du train qui était dans le fameux train d'Aulnay arrêté l'été 44 oui. Par la résistance, dont certaines qui sont notamment les 2 soutines qui sont en bas là, le portrait de femme et le paysage. Qui était dans le coffre. Il y avait à Nice une galerie, la galerie Chalessin, et dont le responsable en fait aidait beaucoup les marchands ou les personnes, les juifs qui voulaient vendre sur place, et donc il y avait eu un vol à la galerie Chalessin, et donc après ils ont mis les choses au coffre c'est quoi, le CIC le crédit commercial de Nice, dans lequel il y avait donc le portrait de ma grand-mère, il y avait ces 2 soutines, et il y avait aussi des Chardins et quelques autres tableaux. En fait, comment s'appelle-t-il ce marchand comment il s'appelle? Ah, Lefranc, voilà. J'oublie toujours son nom. Voilà. En fait, Lefranc, qui était
une relation de mon grand-père, avec lequel il avait travaillé avant la guerre, voulait absolument, je crois, les jardins qui étaient au coffre, et donc il était descendu à Nice pour ça, pour les voir, et il est rentré à Paris, et il a dû se vanter en fait d'avoir trouvé voilà, ces tableaux, et le RR est arrivé à Nice avant lui et les a embarqués. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés dans le train d'Aulnay. Donc il y a du vol à Paris, à Nice. Alors à Nice, il y a des ventes. Pardon, dans les coffres. Les coffres de Robineau. Les coffres de Robineau. Voilà, les coffres de Robineau et de Chenu. Et il y a donc aux États-Unis aussi, hein. Aux États-Unis aussi, il y a des tableaux qui ont été vendus sous la contrainte. Dans quelles conditions, de quelle forme? C'est-à-dire que en fait, les Français étaient des ennemis. Puisque les Américains ne reconnaissaient pas la France de Pétain. Donc, du coup, les Français étaient considérés comme des ennemis, et donc c'était pas bien commode de faire des affaires là-bas. Et donc, il y a des tableaux qui ont été vendus. On en a récupéré un Gainsborough qui n'était pas terrible, mais enfin on l'a récupéré, et qui avait été vendu sous la contrainte aux États-Unis, parce qu'il pouvait pas, René Guimpel ne pouvait pas vendre aux États-Unis non plus. Et donc en France, donc, on a un certain nombre de traces de vente que vous avez compris peu à peu, donc d'un certain nombre d'œuvres. Je ne sais pas si vous voulez montrer. Enfin, est-ce que vous pouvez nous décrire aussi un peu les archives que vous avez choisies, qui permettent aussi d'avancer dans la connaissance du sort des œuvres pendant la guerre? Alors, avant de partir de Paris, René Guimpel a fait ce que nous on appelle loose leaf inventory, et qui est donc celui-là par artiste, et il a découpé les photos et mis par artiste pas mal d'œuvres, dont par exemple ici les Meules. C'est ce qui nous a permis. Donc ça, ce sont des œuvres qu'il a avant le début de la guerre. Qu'il a avant le début de la guerre. Vous verrez tout à l'heure les nymphéas et les peupliers accrochés dans leur chambre à Paris. Les barques roses étaient dans le salon. En bas, les barques roses et les barques bleues d'ailleurs. Et en bas, le jardin à Giverny dont je vous parlais tout à l'heure, qui est à Washington, D.C. Et donc, voilà, c'est partiellement, en fait, grâce à ces archives qu'on a pu retrouver voilà, l'origine de la vente du tableau des Meules, par exemple. Voilà, on est à la recherche du petit bras là, de Monet qui est en bas sous les Meules. Donc parce que la famille a gardé des archives d'œuvres qui étaient présentes dans le stock de la galerie ou dans la collection personnelle, les deux de René Guimpel. Alors il y a des choses. Alors en fait, la galerie était fermée en 1938. Donc la galerie était fermée en 1938. Donc en réalité, le stock lui appartient. Mais beaucoup de tableaux, vous verrez sur d'autres photos, étaient chez lui. Étaient accrochés, comme je viens de vous l'expliquer là, et les deux reins en particulier étaient chez eux. Et donc certaines de ces œuvres ont été mises dans des coffres, ont été volées, voilà. Et d'autres ont été vendues. Certaines, il les a fait venir. Certaines, il les a fait venir à Cannes ou à Monte-Carlo quand ils se sont installés là, et certaines restaient à Paris. Et en particulier, je ne sais pas si on voit ça on verra ça un peu plus loin, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a indiqué où se trouvaient les choses.
pendant... Voilà. Notamment là, ouais. Quand il est revenu de captivité la première fois, en 1943, il a décidé de mettre de l'ordre dans ses affaires. Donc, il avait emporté avec lui son Old Bound Stock Book, dans lequel il a complété la dernière colonne. Vous verrez par exemple le 219 qui est rayé. Je ne sais pas si on voit le 219, on le voit, Derain, paysage. Voilà. Et il y a écrit Paris. C'est-à-dire qu'en fait, il a dit où se trouvaient les choses. Alors, ça pouvait être donc à Paris, ça pouvait être chez Fürst à New York, le transporteur, ça pouvait être avec Groupe, avec lequel il travaillait à New York, ça pouvait être rendu à son propriétaire, auquel cas il indiquait le nom du propriétaire. Il écrivait aussi parfois rendu à son propriétaire tout seul. Et puis il a complété toutes les pages du Old Bound Stock Book qu'il avait avec lui et il a fait une page récapitulative à l'intention de ses fils dans laquelle il explique que lorsqu'il y a écrit rendu à son propriétaire et avec le nom de la personne, c'est qu'il l'a effectivement rendu à son propriétaire, et que quand il a écrit rendu à son propriétaire tout court, c'est que le tableau ne lui a jamais appartenu ou ne lui appartient plus. Ce qui signifie qu'il l'a vendu. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans tous les tableaux pour lesquels les ventes ont été des ventes dont la recherche de provenance nous a amené à conclure que c'était une vente forcée. C'est toujours le cas. Donc là, vous avez le 219, c'est le paysage de Derain. Au-dessus, il y a la bonne d'enfant de Pissarro, donc, dont on sait qu'il est passé en vente. Enfin bon, celui-là, voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qu'on peut reconnaître. Mais, des monnaies, je crois. Enfin, bon, il y a déjà ce Derain. Voilà, et on voit la photo avec les deux sœurs. Les deux sœurs, enfin le tableau s'appelle Les deux femmes ou Les deux sœurs de Derain. Et ce tableau-là, il était à New York. Donc ça doit être écrit quelque part et que le tableau... Ou alors il écrit avec moi. Parce que je vois qu'en haut, c'est écrit aussi que le tableau peut être avec lui. Donc ça a été un outil extrêmement utile pour Pierre et les garçons après la guerre pour essayer de refaire le stock. Et il y a d'ailleurs une autre page comme ça, si je ne m'abuse. Qui est voilà, qui est donc la reprise. La reprise, c'est recopié. Voilà, c'est la reprise par Pierre de la même chose. Puisque, pardon, après la guerre, donc René Guimpel n'est plus là, ses fils ont la galerie à Londres et essayent de comprendre où sont les œuvres, font des demandes de restitution pour ce qui a été volé. Alors, ils font des demandes, voilà. Et voient ce qui a été vendu, voilà. Essayent de comprendre le sort des œuvres. Voilà, donc en fait, là, par exemple, on voit que la plupart des tableaux qui sont sur cette page sont vendus. C'est ce qu'on voit à droite, vendu, voilà, RG. Vendu RG, vendu RG, vendu Hudson, ça c'est quand c'est à New York. Voilà, et donc ils essayent de faire un inventaire. Ça a dû être, ils ont dû s'arracher les cheveux, ça a dû être vraiment très très compliqué. Et on pense qu'ils l'ont fait à partir notamment du document qu'on vient de voir. Oui, parce que c'est plus loin dans le... Ils ont en fait pris à la page 25 du Old Bound Stock Book, ils ont repris les numéros. Et d'ailleurs, on doit voir le 219. Le 219, il y a écrit Derain paysage et il y a écrit vendu. Vendu France 42. Vendu France 42. Voilà. Un des donc enjeux. on sait quand ça a été vendu.
parce que mon grand-père avait un neveu qui était à Paris et qui, lui, n'était pas juif, et qui a pu rester à Paris et continuer, voilà, et beaucoup aider René Guimpel à vendre ce qui était à Paris. Et donc les enfants ont fait des démarches après-guerre pour un certain nombre d'œuvres, surtout celles qui ont été volées. Oui. Ils ont fait une demande auprès de la commission de récupération artistique. C'est ça. Ont eu des restitutions. Oui, ça déjà, tableau, ils ont récupéré le train d'Aulnay en particulier, mais pas grand-chose d'autre. Hein. Pas grand-chose d'autre, je ne pense pas. De toute façon, tout ce qui était chez Robineau avait disparu. Et tout ce qui était chez Chenu avait disparu aussi. Donc, en tout cas, ils ont récupéré ça. Ils ont récupéré les soutines. Deux des 3 soutines qu'on a vues. Ouais. Deux des 3 soutines qu'on a vues. Et puis, le portrait de ma grand-mère. Voilà. Mais pas, par exemple, pas les Chardins. Les Chardins ont disparu. Et donc vous disiez donc, que cette histoire-là n'était pas très centrale dans la vie de la famille toutes les décennies suivantes. Vous avez repris cette recherche. Donc vous avez évoqué l'apparition aussi de ces courriers à Odile Ferrer. Qu'est-ce qui vous a lancé? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela? Et on va Alors arriver là, aussi c'est le moment au cas plus récent. C'est-à-dire que quand Larry Eisenstein, cet avocat américain, était venu nous voir et qui nous parle des deux reins, je lui dis... c'est avec les deux reins que ça a commencé? Oui. Enfin, moi, j'ai commencé à m'y intéresser à ce moment-là. Donc les deux reins, pardon, ce sont deux reins qui ont été de la collection de Pierre Lévy, qui a été donné en 1976, si je ne me trompe pas, à l'État, mais déposé au musée d'art moderne de Troyes, de la ville de Troyes. Et le troisième deux reins, c'est un deux reins qui est de la ville de Marseille, au musée Contigny, qui était acheté dans les années 80. Ouais. Il avait été en prêt pendant longtemps. La famille Thérin l'avait donné en prêt au musée et l'a finalement vendu à la ville de Marseille. Alors moi, je suis allée à Marseille avec Larry. Le tableau était le très joli musée Cantigny de Marseille. Et donc on monte ce grand et bel escalier et on arrive sur le palier, un immense palier, et là trônait le tableau qui est à gauche, le paysage à Cassis. Et donc on rencontre, j'ai une mémoire des noms épouvantable, la conservatrice. Et elle nous explique qu'elle est vraiment très surprise et que le donateur a demandé à conserver l'anonymat. Et donc, bien entendu, ils vont nous faire une photo du dos du tableau et nous fournir toutes les informations qu'ils pourraient avoir sur le tableau, sauf à nous dire à qui il avait appartenu avant et comment il avait pu arriver là. Alors je crois, pour faire un raccourci, ça c'était en 2011, on a récupéré les photos des tableaux en 2018, les 2 photos des dos des tableaux, donc ça a pris 7 ans. Ça a pris un peu moins longtemps pour les tableaux qui étaient à Troyes, mais enfin bon, ça a été à peu près la même chose. Et mon mari est allé à Troyes avec Larry pour voir les 2 autres de Reims, et le discours a été le même. Ça m'a énervée. Voilà, je me suis dit là, il y a vraiment une volonté de ne pas nous aider, enfin voilà. Et donc on a eu rendez-vous avec quelques personnes au ministère. C'était pas vous à l'époque. Et donc la façon dont on a été reçu m'a énormément choquée.
parce qu'on m'a demandé, parce que René Guimpel, il est quand même assez connu, surtout pour son livre Le journal d'un collectionneur, qui est lu par presque tous les étudiants et tous les gens qui font de la recherche ou qui s'intéressent à l'art de l'entre-deux-guerres. Et donc, on m'a demandé si René Guimpel, c'était pas par hasard un marchand en chambre. Enfin, ils faisaient semblant de ne pas savoir qui c'était. Ça m'a vraiment énormément blessée. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de chercher, et surtout voilà, on ne pouvait pas en rester là. Voilà. Donc moi j'ai commencé à m'y intéresser en 2011. Alors, c'est vrai que c'est une question évidemment délicate et un peu douloureuse aussi, et je parle moi du ministère aussi, depuis le ministère, et en travaillant avec un certain nombre de personnes qui étaient totalement aussi impliquées dans cette affaire-là. Je crois que ce qui est intéressant quand même de souligner, c'est que, alors je ne sais pas comment se sont passés les rendez-vous, mais c'est que bon, il y a quand même des restitutions essentiellement d'œuvres MNR, Musée national de récupération, depuis 20 ans, 25 ans, même la fin des années 90. Donc la question de la restitution, elle est quand même acquise depuis un certain temps. Là, on est justement sur des œuvres qui, on l'a vu, dont le sort était complexe à retracer, des œuvres vendues avec des archives qui venait essentiellement de vous. Enfin, c'est aussi ça que l'on a découvert, et c'est ça qui était intéressant, justement, qu'il y avait des nouvelles archives qu'il fallait interpréter. Donc c'est vrai qu'il y a eu, je crois, beaucoup de questions sur l'interprétation de ces archives. Que voulait dire vendu, que voulait dire... parce que peu à peu, ces archives sont arrivées, vous les avez produites avec vos avocats. On les avait, mais on ne les exploitait pas. Oui, voilà. Et je crois que la recherche s'est faite de votre côté en même temps que la demande ou que la revendication avançait ou n'avançait pas, et vous avez amené beaucoup d'éléments grâce à ces archives familiales. Oui. Ces archives, en fait, elles étaient à Londres, maintenant elles sont à Paris, mais elles étaient à Londres, et la galerie était très souvent sollicitée par des chercheurs pour les consulter. Donc elles sont consultées depuis les années 50 régulièrement, mais pas par nous. Mais c'est là qu'on a commencé à effectivement... voilà, et on a dit que enfin, si on pouvait récupérer et vendre des tableaux, on consacrerait une partie du produit de la vente des tableaux pour par exemple, ce qu'on a fait, numériser les archives, qui sont aujourd'hui à la disposition de tout le monde. On y reviendra. Mais c'est vrai, donc je crois qu'il y a eu un temps d'échange où je crois que vous ne considérez pas assez d'échanges pendant un certain temps, tant du côté de Marseille que du côté de l'État. Mais je pense il faut aussi souligner, je suis arrivé un peu vers la fin de cette histoire, mais on assure la continuité aussi. On assure la continuité aussi, mais en tout cas, je crois que ce qui est important de montrer, c'est que la question qui s'est posée, telle qui a été beaucoup dite, c'était un marchand. Est-ce qu'un marchand qui vend pendant la guerre, il vend justement de façon contrainte ou pas, et d'une part, et donc c'était essayer de déterminer ce que pouvaient être ces ventes, et ensuite, il y a eu un certain nombre d'archives, ces codes secrets que vous avez montré rapidement tout à l'heure avec ces courriers à Odile Ferrer, et c'est vrai qu'on tournait autour de ça avec, disons, une incompréhension, et vous êtes arrivé avec un certain nombre d'explications. Vous, et je crois qu'on peut citer aussi les chercheuses et les avocates qui ont travaillé avec vous. Oui, alors après cette visite au ministère, en fait, on a décidé de faire appel à un avocat français, puisque Larry ne pouvait pas faire ça pour nous, et donc on a rencontré Corinne Hershkovitch qui s'est occupée de cette affaire pour nous fort bien d'ailleurs, et qui nous a encouragés à faire un travail de recherche de provenance professionnelle qu'on a confié à Margot Dumas, et donc effectivement on a fait
un véritable travail de recherche professionnelle. Voilà. Et c'est ce qui a d'ailleurs, je pense, vraiment pesé lourd dans la décision du juge. Mais votre rapport aussi les choses avaient déjà... en 2000, je ne sais pas, mais déjà non, mais un peu ce que avancé. je voudrais souligner, en tout cas, c'est vrai. Enfin, donc il y a eu, enfin, vous l'avez dit, il y a eu 6 ou 7 ans. Enfin, vous ne l'avez pas dit, mais je crois qu'il y a eu 6 ou 7 ans de discussions que vous avez considérées comme infructueuses, puisqu'il n'y avait pas de décision qui était prise. Après, il faut aussi souligner que l'État aurait voulu, ou la ville de Marseille aurait voulu restituer, qu'il n'aurait pas pu le faire, sauf à aller devant le Parlement en demandant une loi spécifique, puisque ces œuvres étaient inaliénables et qu'il n'y avait pas encore la loi de permettant la restitution des œuvres qui étaient adoptées l'an dernier. Mais voilà, je crois que ce qui a empêché la décision aussi, au-delà donc des situations, des considérations un peu des sentiments, enfin des appréciations humaines que vous avez ressenties, mais c'était cette question de dire, enfin cette question. Quel est le statut de cette vente? Il y avait déjà eu des restitutions d'œuvres vendues pendant la guerre. Il y en a eu quelques-unes en France déjà, des œuvres MNR, notamment le Musée national de récupération. Mais c'est vrai que je crois que tout tournait autour de ça. Et donc, pour avancer un peu, vous avez donc considéré qu'il valait mieux tenter la voie judiciaire, puisqu'il n'y avait pas de décision. Il n'y avait pas de moyen de trouver une solution autrement, en fait. Et donc, c'est une procédure judiciaire qui est engagée sur la base de ce texte fameux, désormais, l'ordonnance du 21 avril 1945. Et donc là, aussi pour le ministère, je dois dire que dans ce contentieux, et je sais que vous avez eu le sentiment d'une opposition du ministère pendant longtemps, mais en tout cas l'État, le ministère de la Culture et la ville de Marseille s'en sont remis, comme on dit, à la sagesse du juge. Ce qui veut dire qu'on accepte le jugement tel qu'il sera et qu'on le prendra tel qu'il est et qu'on ne s'y opposera pas. Parce que aussi reconnaissant qu'on ne peut pas demander des factures et que en fait on ne peut pas dans tous les cas, enfin d'ailleurs dans beaucoup de cas, prouver définitivement. Il faut qu'il y ait reste évidemment une petite incertitude. Mais et donc ce texte, enfin beaucoup sans doute d'entre vous le connaissez, mais c'est un texte de la Libération de 1945 qui permet aux victimes à l'époque, juste après la guerre, et dans certaines conditions à leurs ayants droit aujourd'hui, d'aller devant le juge civil pour demander l'annulation de l'acte de spoliation. Et si le juge l'accepte, il leur donne automatiquement la restitution du bien, quel que soit le propriétaire, sans compensation pour le détenteur actuel, puisqu'il est considéré par le texte de 1945 de mauvaise foi, par principe. Quand bien même il est personnellement pas nécessairement de mauvaise foi, il a pu acheter l'œuvre quelque part sur le marché, il aurait peut-être dû faire des recherches, mais il ne sait pas. Je ne parle pas nécessairement de l'État en l'occurrence, et c'est évidemment un texte très fort, et il se trouve que cette procédure, elle a eu lieu un peu près en même temps qu'une procédure dont on a aussi beaucoup parlé dans la presse, qui, elle, concernait un propriétaire privé américain, monsieur et madame Toll, qui avait prêté un tableau de Pissarro, La Cayenne des Poix, à un musée français, qui avait été en fait tableau qui avait été spolié à la famille Bauer pendant la guerre. Et un peu avant vous, les juges, en première instance, en appel et en cassation, le 1er juillet 2020, ont considéré que ce tableau devait être restitué sans compensation pour les propriétaires. Et donc vous, votre procédure à vous est arrivée à peu près en même temps. À peu près en même temps. Donc il y a une première. Mais c'est comme vous disiez tout à l'heure, la décision du juge est assez, a permis de faire jurisprudence en fait sur. Oui, alors, sur ce cas. Peut-être qu'on peut juste préciser là aussi. Donc, il y a eu une première instance où le juge ne vous a pas donné raison. Non. Il a considéré que c'était peut-être trop flou et que
les explications qui étaient données sur... On fait toujours mieux la deuxième fois. Vendu en 1942, rendu à son propriétaire. Le code des lettres d'Odile n'était pas suffisamment clair. Vous avez ensuite travaillé avec donc les chercheuses Margot Dumas, Denise Verneret. Et surtout, vous avez fait on a retrouvé la photo qui est là. C'est la 12. On a retrouvé... mais parce que mon cousin René, il a encore, je pense qu'il va encore nous sortir des archives, et on vient de faire une deuxième série de numérisation. Et en fait, un jour, il m'envoie une photo, il me dit « Regarde ce que j'ai trouvé ». Et cette photo est grande comme ça. Et on voit dessus les deux reins, parce qu'en fait on voit celui de Marseille au-dessus, vous le distinguez pas très bien, mais en fait on voit le paysage à Cassis, qui était à Troyes, voilà, qui était à Troyes, et puis les deux sœurs, puis en bas on voit la chapelle sous Crécy, là, le moulin. C'était voilà, donc là il y en a 4. D'ailleurs on voit le soutine au milieu que vous avez vu tout à l'heure. Et à droite, vous voyez le 5e de Rhin. Et celui-là, en fait, il était dans une vente en 2015 à New York et on a fait un arrangement avec la famille. Donc on voit le tableau en haut à gauche, la chapelle sous Crécy, voilà. Avec au verso se trouve à Paris mai 42, voilà. Et qui est indiqué comme vendu dans les registres. Donc c'est vrai que là aussi, pour être, j'espère, assez clair, la question, toujours la première question, c'est être sûr que René Guimpel était le propriétaire de ses œuvres encore au début de la guerre. Et donc ça c'est une photo du salon. Voilà, et donc ça a été réglé. Et ensuite, donc, il y avait cette question du sort des œuvres et de la caractéristique de la vente. Est-ce que c'est une vente contrainte ou pas? Donc, première instance, le juge, comme on l'a dit, n'avait pas été convaincu. Donc, le ministère, qui, encore une fois, ne s'était pas opposé, mais avait dit on demande au juge de nous dire ce qu'il faut faire. C'était ça que ça voulait dire, je crois. Il y avait deux positions possibles, quand même, on peut le souligner. Il y avait la position d'hostilité totale et franche en disant on veut garder ces œuvres. La ville de Marseille aurait pu dire cela aussi. Et on a dit non, on écoutera le juge. Alors le juge, en première instance, ne vous a pas donné raison. Vous avez fait appel. Et donc l'État a considéré toujours de la même manière qu'il devait s'en remettre à la sagesse du juge. Donc voilà. Elle a accepté. Et là, la Cour d'appel de Paris, le 30 septembre 2020, après étude aussi du rapport qui avait été établi par les chercheuses, excellent rapport, a considéré que ces ventes étaient contraintes. Et donc c'est là, et je crois que c'est aussi important de souligner cet arrêt-là, et je le disais en introduction, au-delà du cas précis, c'est que le juge dit là, on le savait déjà, mais je crois qu'il écrit à un moment, on ne peut pas demander de preuves impossibles. Voilà. Et il rappelle qu'on doit se fonder sur un faisceau, un ensemble d'indices graves, concordants, convergents. Et il considère, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent, et ça peut se discuter, en tout cas, il considère à ce moment-là qu'on a suffisamment d'éléments pour considérer que ces ventes sont spoliées. Oui. On n'a pas d'acte de vente, on n'a pas de preuves, on n'a pas de traces. On ne peut pas avoir de traces. On ne peut pas avoir de traces de la vente. Mais il dit même que c'est là et j'annule. Il dit même que si on retrouve d'autres œuvres qui ont appartenu à René Guimpel et qu'on est en mesure de prouver qu'elles étaient en sa possession avant la guerre, à ce moment-là, les ventes seraient reconnues comme forcées. Donc c'est assez fort comme décision. C'est vrai que 3 mois avant, donc la Cour de cassation, dans l'affaire Bauer-Toll, avait donc le niveau suprême, le plus haut niveau de la... Je croyais que c'était après. Mais non, c'est quelques mois avant. C'est-à-dire que aussi, entre la première instance et l'appel, il y a eu cet arrêt très important de la Cour de cassation dans l'affaire Bauer. Et la Cour de cassation a très clairement dit ce texte de 45 s'applique. Le propriétaire actuel, quel que soit son positionnement, est considéré de mauvaise foi. Et donc, on prend l'œuvre et on la restitue. Et donc, 3 mois après, la Cour d'appel de Paris, en quelque sorte, applique cette
décision de la Cour de cassation dans un autre dossier, mais vraiment avec des précisions qui servent aussi maintenant, avec ce qu'on vient de dire, de preuves, on peut exiger de preuves impossibles. Et là, donc, encore une fois, l'État et la ville de Marseille, s'en étant remis à la sagesse du juge, n'ont pas contesté et ne se Ils ont quand même du mal à le rendre, hein. Alors, vous parlez de la ville de Marseille peut-être, oui. Mais parce que pour le coup, les 2 de Reims, 2-3 ont été restitués dans le mois qui a suivi. C'était le début du deuxième confinement. Absolument, je me souviens de la caisse. Mais à Marseille, c'était plus compliqué. C'était en janvier 21, la restitution à Marseille. Ouais. Mais en tout cas, la question avait été débattue au ministère. Est-ce qu'on doit revendiquer et conserver la propriété ou pas? Est-ce qu'on doit se pourvoir en cassation? Mais voilà, on avait décidé avant de s'en remettre à la sagesse du juge. Donc quand on gagne, entre guillemets, oui, mais si on conteste vous aviez pas. Pris et là, cette décision, on ne va pas faire le procès, mais si vous avez pris cette décision, c'est que vous étiez aussi... enfin, pas en désaccord avec une éventuelle décision positive. Voilà, c'est pour ça. C'est-à-dire que le choix a été fait d'accepter la décision et de faire comme le juge le disait, et de prendre aussi cette décision-là, cet arrêt-là, comme je pense, comme un élément marquant pour la suite. Oui. En tout cas, pour éviter les contentieux, parce que les contentieux, c'est quand même plutôt toujours un échec aussi. Alors, ça fait avancer les choses. Encore une fois, on n'aurait pas pu restituer facilement si on avait voulu le faire, mais c'est pas non plus un argument. Mais en tout cas, ça reste une pierre, enfin, un élément marquant dans l'histoire récente, je crois, de notre petite histoire. Là, peut-être on peut aussi parler des tableaux qu'on cherche, là. Enfin, qu'on a trouvé. Il n'y a pas que c'est de Reims. Volontiers, sortons de cette histoire. Alors, le Soutine, sur la slide numéro 8, là, en fait, celui qui est en haut, là, il est à la Fondation Burlet à Zurich, qui fait assez fréquemment la une des journaux ou des magazines dans le domaine de l'art. Et dont nous avons parlé ici. Voilà, dont vous avez parlé ici, et qui cet été a été tenu de restituer, ou je ne sais pas si la restitution a déjà eu lieu, d'un certain nombre de tableaux importants. Et donc, ce Soutine a été vendu pendant la guerre, mais Soutine a peint beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de portraits de jeunes filles, portraits de femmes. Voilà. Et ce tableau, Larry Eisenstein, dont je parlais tout à l'heure, et Yann, le chercheur anglais, étaient allés chez Burlet en 2011 ou quelque chose comme ça. Et donc, c'était fait renvoyer dans leur 22 sous prétexte qu'au dos du tableau, il y a une petite étiquette qui porte un petit numéro 3, et ils ont prétendu que ce tableau, en fait, c'était le numéro 3 d'une exposition Soutine qui avait eu lieu à la galerie Gimpel-Fils en 1947 à Londres. Bref, c'en était resté là. Ce qui voudrait dire que le tableau avait été soit pas volé, soit volé et restitué. Et donc le tableau avait été vendu par Nathan à Burlet en 53 ou 54, et donc il aurait soi-disant été acheté à Gimpel-Fils. Enfin bon, bref. On a décidé avec Margot de se remettre sur ce dossier et qui est en cours. Et là, par exemple, vous avez les photos étaient collées. Les photos étaient collées sur la photo du tableau était collée là, sur cette fameuse page que mon grand-père avait faite en partant de Paris. Et puis, à un moment donné, la photo a été décollée et mise ailleurs. Et Margot a remarqué que, en fait, ce tableau sur lequel il y a marqué Université 39, c'est-à-dire rue de l'Université, là où ils habitaient en 39, en fait, c'est le numéro qui est au dos du tableau. Parce qu'en fait, en décollant la photo,
le numéro est resté collé. Donc ça fait partie des arguments qu'on a pour expliquer que c'est bien de ce tableau-là qu'il s'agit, parce que là encore, effectivement, voilà, il faut faire un travail de recherche approfondi et pister le tableau de façon le plus précis possible pour pouvoir convaincre la Fondation Burlet, qui réfléchit actuellement. On pourra donner des nouvelles peut-être une autre fois. On a pour l'instant pas beaucoup de nouvelles, mais on devrait en avoir assez prochainement, puisqu'en fait, les éléments qu'on leur a envoyés, ils trouvent que c'est pas assez clair, et donc ils veulent venir voir les archives, ce qui est légitime, pour pouvoir constater ce qu'on a constaté nous-mêmes. Alors, le temps passe, et pour laisser aussi la possibilité à la salle de poser des questions, peut-être vous parliez d'archives. On peut terminer en évoquant ces archives, la recherche et la disponibilité aussi de ces archives que la famille possède et qui. Alors ça, c'est pas les archives. Ça, c'est une base que vous connaissez peut-être. Sur laquelle on vient de mettre un certain nombre de tableaux dont on a les photos et sur lesquels on a des éléments substantiels. Voilà. Et d'ailleurs, déjà, on a reçu des messages comme quoi, par exemple, des dessins de Fragonard ont été identifiés dans certains musées. Donc, c'est une base qui a l'air effectivement très consultée et très utile. Alors, après la vente des 2 reins, voilà, parce que je ne sais pas, vous avez peut-être demandé pourquoi on vend. Souvent, je demande pas pourquoi on vend, mais je rappelle qu'on pose parfois la question peu légitime. Alors pourquoi on vend ? On vend parce que, comme vous avez peut-être compris, en fait, faire ce travail de recherche de provenance, ça implique de faire intervenir pas mal de personnes et qui s'investissent par leur travail. En plus de ça, on est 5, donc couper un tableau en 5, c'est un peu dommage. Et donc, la plupart du temps, on est amené effectivement à vendre les œuvres qui nous sont restituées. Mais nous avons décidé de consacrer en fait une partie des fonds à mieux faire connaître René Guimpel de différentes façons, et en particulier on a fait numériser toutes les archives, donc il y a plus de 10 000 documents, il y en a quelques milliers qui vont encore arriver dans les mois qui viennent, qui sont donc à la disposition de tous. Donc en fait tout le monde peut s'inscrire, et voilà, j'ouvre la base à qui me le demande, et donc vous avez à la fois les documents originaux et la transcription en Word, dans laquelle il y a, je m'en excuse, encore des fautes, mais enfin on s'en sort quand même pas mal avec ce qu'il y a. Voilà, donc ça a été un énorme travail. Et on continue. Là, on est en train de traduire le journal d'un collectionneur, nouvelle édition en anglais. Donc, il y a 800 pages. Donc, c'est un gros travail que nous sommes en train de faire. Et donc, nous cherchons un éditeur de type universitaire aux États-Unis ou en Angleterre pour publier, en fournissant donc la traduction. Et les archives, donc couvrent quelle période ? Ça couvre la période de l'enfance de René Guimpel, presque, parce que ça couvre toute l'histoire de la galerie depuis le début. Des années 1900. Et donc sur la slide là que vous montriez, là on voit les nymphéas à gauche de la cheminée et les peupliers à droite, qui étaient dans la chambre de mes grands-parents. Voilà.
Et donc, pardon, je reviens juste aux archives. Donc, vous le disiez, n'importe qui peut consulter ces archives. On vous écrit, enfin, on va sur la page. Oui, alors on va sur la page. On envoie un message, si vous accordez des droits. Vous voyez là en bas à gauche, là. Voilà, René Guimpel, lesarchives.net. Et puis, ça m'envoie un mail et je vous ouvre l'accès aux archives. On peut imprimer, on peut imprimer s'il y a des, en haute définition. Voilà, c'est pas très convivial comme accès, mais ça marche. Ça marche très bien. Très bien. Donc en tout cas, ça peut peut-être intéresser du monde ici. Donc, écoutez, merci pour cette présentation. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Oui, vous me disiez, est-ce que j'allais poser la question de la vente? En tout cas, on répète régulièrement à ceux qui s'étonnent que les familles vendent que elles vendent, c'est leur droit d'abord. Elles font ce qu'elles veulent, elles récupèrent tardivement les biens. Les gens sont parfois nombreux. On a un cas assez célèbre désormais avec de 47 ayants droit. Alors là, il se trouve qu'ils n'ont pas vendu, mais quand on est 47, c'est compliqué de garder 2 œuvres. Ce sont les 2 œuvres que l'on peut voir au Louvre en ce moment de la famille Javal. Et là, en l'occurrence, donc ce que je comprends, c'est qu'une partie aussi du produit de cette vente permet de continuer la recherche. Oui, on a organisé une exposition, on a fait ces archives, on s'occupe du bouquin, on continue à essayer de faire mieux connaître René Guimpel. Et je pense qu'on peut aussi souligner encore une fois dans le moment, cette étape qui a constitué la décision de justice, la restitution des 2 reins, au-delà du côté quand même un peu délicat et un peu douloureux aussi, mais pour cette jurisprudence importante. On peut souligner aussi que des marchands qui vendent de façon contrainte pendant la guerre, il y en a eu d'autres. Et par exemple, récemment, la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, la CIVS, a recommandé la restitution de 2 tableaux MNR, Musée national de récupération, à la famille de Grégoire Schusterman, qui était un marchand qui a vendu en mars 41, si je ne me trompe pas, un tableau de Renoir et de Sisley. Et la Commission, qui n'avait pas traité votre cas pour les 2 reins, mais qui a traité d'autres éléments des biens spoliés de René Guimpel, la Commission a recommandé la restitution de ces 2 biens, considérant que c'était une vente contrainte, et donc même un marchand dont le métier est de vendre peut être amené à un moment à vendre de façon contrainte. Même si c'est son stock professionnel. Oui. Donc alors, on le savait déjà avant, chaque cas est étudié séparément, au cas par cas, mais voilà, on a des exemples et on a de nouveaux exemples aussi. Ah oui, je voulais dire d'ailleurs sur la photo avec la base de données allemande, là c'est un petit tableau charmant de Greuze, et je pense que c'est le tableau dont mon grand-père parle en disant la petite fille au corsage bleu. Je suis persuadée que ce tableau, je ne sais pas où il est, mais je suis persuadée que son petit corsage est bleu. Merci. Alors, y a-t-il des questions? Il y a des micros pour les poser. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aurais une question concernant justement les ventes pendant la période de la guerre. Alors, il faut évidemment voir est-ce que ça se passe à Paris ou est-ce que ça ne se passe pas en zone libre. Comment vous considérez la vente d'Orville? Parce que, de mémoire, Guimpel l'achète. Il a acheté à cette vente, oui. Et alors que l'avocate que vous avez citée se bat actuellement toujours pour la reconnaissance comme une vente spoliée de la vente d'Orville. Oui. Donc, admettons, elle obtient un gain de cause. Qu'est-ce qu'on va faire avec les œuvres qu'on retrouverait? On l'a pas. Il a disparu. Ce dessin. Donc, comment vous considérez la vente d'Orville? Je ne me suis pas posé la question, mais on va peut-être attendre la décision de la Cour de cassation. Avait recommandé de considérer la vente d'Orville comme non spoliatrice.
en faisant la distinction entre les acquisitions de l'État, puisque Rénuic est en courant du sort d'Orville. Mais alors c'est justement intéressant parce que... Alors, moi, je ne vais pas m'engager sur ce terrain-là parce que je ne connais pas assez bien les choses. Enfin, je connais l'histoire de la vente d'Orville et du procès qui est en cours, mais je ne me suis pas posé la question si jamais le dessin que mon grand-père, le dessin de Degas, que René Guimpel a acheté à cette vente, je ne sais pas. Je ne sais pas, la question se poserait, mais elle dépend de la décision, je pense, de la Cour de cassation. Suite à cette décision dans un sens ou dans l'autre, ça permettrait d'éclaircir les choses, je ne sais pas. Je trouvais ça juste intéressant parce que visiblement, il y a la même avocate qui vous a défendu dans votre dossier et qui se bat pour la reconnaissance d'une vente forcée d'Orville. Et je ne sais pas si, parce que je crois que Lévy a acheté, il n'a pas acheté des choses aussi dans la vente d'Orville? Oui. Si. Et ces tableaux-là, ils sont à Troyes? Non, je ne suis pas sûr qu'on sache où sont les tableaux que Pierre Lévy a achetés à la vente d'Orville, mais je peux me tromper. Mais en tout cas, ça pose répondre que moi, hein, mais non plus, parce qu'en effet, il y a une position de l'État qui est la position de la CIVS, qui est de dire que la vente n'est pas spoliatrice, mais que les objets, les œuvres qui ont été achetées par l'État directement à la vente en 1942, eux, sont achetés dans des conditions douteuses. Je crois, je regarde les membres de la CIVS qui sont ici, enfin, il y a un terme, en tout cas douteuse, et donc il y a eu restitution, remise, d'ailleurs, pardon, pour reprendre le terme de la CIVS, il y a eu remise de ces 12 œuvres en 2022. Mais c'est vrai que peut se poser la question, si finalement le juge considère que cette vente de 42 est spoliatrice, en tout cas, on appliquera, je n'en sais rien, mais on appliquera peut-être une sorte de règle qui n'est pas écrite, mais qui est en quelque sorte le premier spolié, c'est le premier spolié dont on reconnaît la spoliation. C'est-à-dire que si quelqu'un qui a acheté dans une vente spoliatrice est lui-même spolié ensuite, eh bien, c'est le premier qui a été spolié, qui est le vrai spolié, puisque c'est à lui qu'on a d'abord retiré ses biens. Il doit y avoir des cas déjà dans le passé, comme ça je n'en trouve pas, mais voilà, ce serait peut-être cela qui serait appliqué, et donc René Guimpel, dans ce cas-là, ne serait pas considéré comme spolié du dessin qu'il a acheté. Mais c'est une question qui reste théorique, mais qui sera peut-être bientôt très pratique, sachant que le dessin n'a pas été retrouvé que Guimpel a acheté. Non. Bonsoir. Je voulais vous demander si les recherches que vous avez conduites vous ont permis d'établir la chaîne de propriété à partir du moment où les tableaux ont été entre les mains d'acheteurs qui ont été en fait stigmatisés par la décision du juge, c'est-à-dire est-ce qu'on connaît l'acheteur du tableau de la vente forcée et les acheteurs suivants jusqu'à ce que ça arrive dans les pour musées, certains, enfin, dans les collectionneurs qui remettent au musée? Pour certains, oui. Par exemple, on sait que le Derain de Marseille a probablement été vendu à la famille Thérin, qui en a été propriétaire de 42 à 84, ou enfin l'année où ils l'ont vendu à Marseille, à la ville de Marseille, par l'intermédiaire de Jacques Gaine, qui était qui avait, oui, vous voyez qui c'est? Jacques Gaine, qui connaissait René Guimpel, qui connaissait Chalessin, qui d'ailleurs devait partir en Suisse et mourir en Suisse, d'ailleurs, je crois, assez peu de temps après. Donc oui, là, on sait, par exemple, que c'est par l'intermédiaire de Jacques Gaine. Mais pardon, je crois me souvenir qu'on n'est pas nécessairement sûr que le tableau passe directement de René Guimpel à Jacques Gaine, ou... il passe probablement par cette fameuse galerie Chalessin, et comment il s'appelle, La Faille. La Faille. Et ceux qui ont été offerts. Parce que La Faille, par exemple, pardon de vous interrompre, La Faille, dans le livre qu'il a écrit, il illustre le Derain qu'on a retrouvé en 2015 à
à New York est illustré dans son livre. Donc il est évident qu'il a aidé René Guimpel, Lafaille. Alors Jacques Gaine était là aussi dans le coin, et on sait qu'il était à une vente qui était à Aix-en-Provence, dans laquelle je ne sais pas s'il avait acheté quelque chose. Enfin, c'est la trace de Jacques Gaine, elle est assez claire, parce que on a découvert très peu de temps avant de remettre les conclusions pour l'appel, on a eu le dossier d'œuvre de Marseille. Et donc dans le dossier d'œuvre de Marseille, c'était clairement indiqué que Jacques Gaine avait été l'intermédiaire. Pour d'autres tableaux, est-ce qu'on a... Je ne pense pas qu'on le sache pour les deux autres, pour les deux de je crois me souvenir que la collection Lévy. On n'a pas de date très sûre du moment où... Enfin, on ne connaît pas exactement les dates au moment où Pierre Lévy a acheté. Enfin, on a des dates, mais il y avait quelques incertitudes. Il y a écrit vendu 42, en oui, fait. Mais en revanche, oui. Le moment où Pierre Lévy achète, puisque c'est Pierre Lévy qui va ensuite les donner à l'État, en 1976, il y a eu plusieurs hypothèses sur la date d'achat par Pierre Lévy. C'était plutôt des dates après-guerre. Je crois qu'il y avait une hypothèse pendant la guerre. De quelqu'un d'autre ? Je n'ai pas le souvenir de ça. Non, Pierre Lévy les achète, ça oui, c'est sur un moment. Oui. Et pendant longtemps, on tournait autour de quelques dates au début des années 50. Et je crois que dans le rapport, il y avait une hypothèse, je crois que c'était qu'une hypothèse, mais d'un achat pendant la guerre, puisque Pierre Lévy, qui lui-même va se mettre aussi un peu au vert, va se cacher, achète aussi, comme d'autres, pendant la guerre. Mais en tout cas, les dates qui étaient qu'on a longtemps connues d'entrée dans la collection de Pierre Lévy, c'était des achats au début des années 50, mais ça restait encore. Mais enfin, il y avait dans les dossiers d'œuvres, c'était assez fantaisiste certaines choses. Après, on sait que dans la donation Pierre Lévy dans les années 70, on a évidemment très très peu de provenance. Il y a des dizaines et des dizaines d'œuvres. On avait regardé les dossiers. Il n'y a pas d'archives. Et Pierre Lévy a par ailleurs acheté, je crois, des œuvres directement à Derain, ce qui n'est pas le cas ici, bien sûr. Mais cela posait aussi des questions de provenance. Et en tout cas, on ne se posait pas du tout ces questions il y a 50 ans. Sinon, sur les meules, oui, par exemple, on sait les meules. Les meules, il est passé entre les mains d'une galeriste de Genève qui s'appelait Bonzani. Et ensuite, c'est Nathan qui a vendu le tableau à Burlet, des meules, avant de... Oui, voilà. D'ailleurs, ce tableau-là, il avait aussi appartenu à Georg Burlet, les meules, avant qu'il le revende à une autre famille suisse qu'il a finalement vendu quand on les a connus. Oui, parfois. Et là, pour le soutien, on ne sait pas. Pour le soutien, on ne sait pas. Mais parfois, oui. On peut faire la... Est-ce que vous pensez que la personnalité des acheteurs des œuvres à Guimpel pendant l'occupation et leur positionnement sur le marché constitue un élément... peut constituer un élément objectif pour savoir si c'est une vente forcée ou pas? Ou est-ce que c'est le seul fait de la vente qui est discriminant? Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je reformule ma question. Est-ce que vous pensez qu'il faut prendre en compte ou pas la personnalité, le rôle des marchands? Est-ce que c'est des marchands qui, en gros, profitent? Voilà, soit ils profitent, soit ils rendent service. Voilà. Je pense... C'était ça ma question. Alors, mes connaissances sont insuffisantes sur le sujet. Est-ce que rendre service... Attendez, rendre service, est-ce que... Non, c'est des questions importantes. Est-ce que rendre service, est-ce qu'on peut rendre service tout en se livrant, tout en étant impliqué dans une vente forcée?
Oui, je pense qu'on peut rendre service et être impliqué dans une vente forcée, oui. Mais je ne suis pas sûre que Georg Burley, par exemple, l'ait été. Je pense pas que quand il achetait les meules, il rendait service. Je pense qu'il constituait sa collection. Oui. Il est vraisemblable que Terrain aussi constituait sa collection pendant la guerre. On peut dire, Lévy, il a commencé à collectionner en 1939 ou 40. Enfin, il a commencé. Bon, il y a quand même pas mal de collectionneurs qui ont saisi l'opportunité des événements pour faire une collection. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui ont acheté des œuvres pour rendre service. Oui, bien sûr. Mais oui, pourquoi pas, parce que les Juifs étaient dans une situation impossible. Donc, les gens qui pouvaient aider, pourquoi pas. En tout cas, on l'a déjà évoqué ici, et je regarde Inès aussi au témoin renard qui en avait parlé ici dans une des communications sur la question et de rendre service, le fait que des marchands aident d'autres marchands aussi avant-guerre pour aider un certain nombre de réfugiés, de gens qui partent d'Allemagne. Donc la question est en effet très délicate. En tout cas, ce qu'on peut aussi répondre, c'est que du point de vue du juge, en tout cas en 2020, la question ne se pose pas, puisque le juge ne cherche pas à savoir qui a acheté. C'est ça qui est il va assez loin, c'est-à-dire que c'est assez libéral, en tout cas, et favorable aux familles. Il ne se pose pas tellement la question de savoir qui a acheté. Il dit il y a vente. On pourrait presque dire qu'il dit soit il y a vol, il n'y a pas de discussion, soit il y a vente. La vente est dans ce contexte-là, donc elle est contrainte, donc j'annule cette vente que je ne connais pas, mais que je suppose. Donc la question de l'acheteur ne se pose pas dans ce cas-là, dans ce cas d'espèce, en tout cas par le juge d'appel. Il y a aussi des tableaux dont on pense, avec Margot, qu'ils ont suivi le même chemin. Donc il y a des similitudes dans le parcours des tableaux. Donc, ce qui rend une autre question. plus difficile, enfin plus facile, peut-être, de prouver. Bonsoir. La provenance. Deux questions, s'il vous plaît. Merci pour la présentation qui était très intéressante. Ces deux questions juridiques. La première, c'est si la même chose arrive dans des pays étrangers, est-ce que nous avons c'est à peu près la même législation ailleurs? La deuxième question, ça s'adresse plutôt à l'État. Est-ce que dans ces cas-là, l'État ne devrait pas plutôt être exemplaire, plutôt aider ceux qui ont été spoliés à avancer plutôt que d'attendre qu'ils apportent la preuve et mettre 7 ans pour répondre à une question. Et l'autre question, c'est les juges, c'est des juges qui sont spécialisés dans quel domaine? Alors pour répondre à la question sur les différents pays, c'est assez différent d'un pays à l'autre. En Angleterre, il y a un département spécialisé qui s'occupe d'analyser la demande de restitution et qui fait une proposition de restitution ou de non-restitution. Et après ça, le musée ou la personne qui en est détenteur restitue ou ne restitue pas. Enfin, ça se passe pas comme ici. Aux États-Unis, je ne connais pas. En Suisse, c'est en train de se mettre en place. Oui. Il y a une commission genre CIVS qui est en train de se mettre en place. C'est assez variable d'un pays à l'autre. Vous répondrez mieux que moi à cette question. Non, pour compléter, là vous évoquez les commissions qui existent dans un certain nombre de pays, qui sont des commissions, comités, qui tranchent des cas discutés entre familles et musées en général, et qui proposent une mesure de restitution ou pas, avec un caractère plus ou moins contraignant selon les États, et en général plutôt pas contraignant. Et on a une commission ici, la CIVS, mais ça n'est pas une procédure judiciaire. Sur la question de
le droit français, donc on l'a dit avec ce texte de 45, est très protecteur des familles. Il a été remis un peu en valeur en 99 dans un cas assez célèbre aussi contre l'État, là aussi contre le musée du Louvre, Gentili di Giuseppe, déjà avec l'avocate Corinne Herskovitch, avec Bauer, le Pissarro de la famille Bauer, et dans le cas ici Gimpel. D'ailleurs, des juges, il y a eu une décision importante depuis, dans un cas, le cas Hauser, un juge français a ordonné sur la base de ce même texte la restitution d'une œuvre qui se trouvait en Angleterre, dans une maison de vente, quand bien même il était sans doute difficile de faire appliquer cette décision, puisque d'ailleurs la maison de vente ne l'avait pas reconnue. Il y a eu un accord après, mais donc le juge français s'est considéré comme libre de le faire. Mais ce type de droit n'existe pas. Enfin, ce type de loi très protectrice n'existe pas ou quasiment pas à l'étranger. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il y a un débat en ce moment sur une nouvelle loi sur les restitutions, mais comme dans beaucoup de pays, vous avez une prescription au bout de 30 ans. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire depuis 30 ans, on ne peut rien vous reprocher, on ne peut pas vous forcer à restituer, y compris donc en Allemagne ou en Autriche, qui par ailleurs font de grands efforts en matière de recherche de provenance. Et donc si vous prouvez que vous êtes propriétaire depuis les années 60, par exemple, on ne peut pas, comme ici, vous ordonner de restituer. Aux États-Unis, il n'y a pas le même type de loi, mais un procureur peut se saisir l'œuvre plutôt, si on considère qu'elle a été sortie du patrimoine du spolié de façon illicite. C'est arrivé et restitué sans compensation. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il y a un tableau de la collection Schloss, volé en France en 1943, qui était chez Christie's, hein, c'est public, et qui a été... Christie's était le vendeur pour une famille privée, et ça a été, Christie's l'a signalé d'ailleurs, et le juge a saisi l'œuvre et l'a restituée aux familles. Il y a aussi le cas où, par exemple, les deux tableaux qui sont là, si les propriétaires actuels de ces tableaux veulent les vendre, c'est un peu compliqué, parce qu'ils sont listés comme étant des œuvres... volées, enfin spoliées. Donc, ça devient des œuvres invendables. Donc, le mieux, c'est peut-être de trouver un arrangement avec la famille. Et alors, pour répondre à l'autre question dirigée plutôt vers l'État, le ministère de la Culture, les musées, évidemment, il faut éviter ce genre de situation, des discussions qui n'aboutissent pas au bout de 7 ans. C'est quand même un cas très, très rare et heureusement. Et comme je disais, des restitutions avaient eu lieu auparavant. On s'est beaucoup intéressé, à juste titre, et on a encore beaucoup à faire, on s'est beaucoup intéressé aux œuvres musées nationaux de récupération, donc des œuvres qui n'appartiennent pas aux collections, qui sont revenues d'Allemagne après la guerre. Et depuis quelques années, je crois que c'est vraiment un élément nouveau, important, on s'intéresse à l'histoire des œuvres, des collections, les œuvres qui sont entrées, comme ces deux reins, dans les collections, tout à fait normalement, par donation, par achat. Et on le fait pour l'ensemble des collections, de plus en plus, pour la période 33-45, mais pour l'ensemble des biens, les biens en s'intéressant aux biens issus d'un contexte colonial, au trafic illicite. Je vois ici Catherine Chevillot du ministère de la Culture, qui est en charge d'une mission destinée justement à développer la culture de la provenance dans les musées à tous égards. Depuis, il y a eu des restitutions, depuis Derain, il y a eu des restitutions beaucoup plus rapides, après des demandes faites par des familles, où on a justement été au Parlement en disant on a besoin d'une loi pour restituer notamment un tableau de Klimt. On dit toujours le seul tableau de Klimt des collections nationales qui était au musée d'Orsay, un tableau de Chagall qui était au musée national d'art moderne. Et donc l'État, les musées ont fait le choix de répondre favorablement et d'aller donc une première fois en 2022 au Parlement en demandant une loi pour pouvoir autoriser cette sortie. Et depuis, je l'évoquais très rapidement, le 22 juillet 2023, il y a une autre loi qui permet de déroger au principe d'inaliénabilité pour restituer des œuvres qui appartiennent aux collections publiques selon certaines conditions, et après un avis de la Commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliation antisémite, la CIVS, dont on a parlé. Donc il y a une volonté politique qui a été affirmée, réaffirmée à plusieurs reprises. Il y a eu
un certain nombre de cas. Il y a du travail. Vous savez peut-être que la Cour des comptes a publié un rapport sur cette question hier, en soulignant des avancées, en considérant qu'il y a encore beaucoup à faire, qu'il y a des moyens à consacrer à la question. Mais donc, voilà, la volonté d'être exemplaire, ce n'est pas à moi de le dire. Enfin, la volonté, oui. Est-ce qu'on l'est? Sans doute pas. Ce n'est pas à moi de le dire. Ça a beaucoup évolué. Mais la question est présente. Et encore une fois, je le disais, un contentieux de ce type-là, c'est évidemment pas un bon signe. Même si, encore une fois, c'est vrai, l'arrêt de la Cour d'appel est utile, intéressant, est utile. Et utile, pardon. Est utile. Merci. S'il y en a, on peut... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation qui était très intéressante. Moi, je voulais seulement répondre pas répondre parce que M. Zivil a déjà répondu de façon exhaustive, mais moi, j'ai fait une thèse en droit comparé en matière de restitution de biens juifs. Et en Italie, par exemple, j'analyse l'ordonnancement français, allemand et italien. Et le cas de la jurisprudence française est vraiment un unicum en Europe. Par exemple, en Italie, le Decreto Logotenenziale, on l'appelle, c'est un peu le jumeau de l'ordonnance de 1945. Il a été abrogé par le gouvernement Berlusconi. Et donc, les décisions dépendent beaucoup un peu de la discrétionnalité du juge. Par exemple, il y a eu un cas récent où des biens culturels qui appartenaient à la même collection, en 2 demandes judiciaires différentes, un juge a décidé pour la restitution et l'autre juge a décidé contre. Donc, il n'y a pas une jurisprudence tellement consolidée comme par exemple en France. Et voilà, j'ai voulu seulement ajouter ça. Merci beaucoup. Il est 20h10, donc il faut que nous nous arrêtions. Je vous remercie beaucoup, Claire Guimpel-Touchard, pour Merci à vous. Pour votre venue ce soir, et j'annonce la prochaine séance qui est le mercredi 16 octobre. Nous accueillerons l'historienne Annette Becker pour la publication de son livre au début de l'année des Juifs trahis par leur France, et notamment pour parler du chapitre qui est consacré à Otto Freundlich. Donc le titre de la séance, Otto Freundlich, dégénéré, entre guillemets, spolié, assassiné, 1933-1943, le 16 octobre, ici même à 18h30. Merci beaucoup. Merci à vous.